Mesdames et messieurs, bonsoir. Déjà, toutes nos excuses pour ce retard indépendant de notre volonté. J'ai avec moi Agapit, deux analystes, Agapit Napoléon Maforican, consultant en politique à ETélé. Bonsoir. Bonsoir François Xavier, bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent sur les différentes plateformes de la chaîne. J'ai avec moi également Joël Ataï Gedegbe, expert en gouvernance. Bonsoir. Bonsoir M. Momon, bonsoir à vos téléspectateurs. Voilà. La raison de ce plateau spécial décryptage, c'est bien évidemment cette rencontre entre le président Patrice Talon et Éric Roundété, président du parti Les Démocrates. Ce sera la colonne vertébrale de ce décryptage autour duquel nous allons essayer en tout cas de voir, entre autres considérations, disons la portée de cette rencontre et l'incidence sur les affaires politiques du moment. Joël Ataï-Gedegbe, je vais commencer par vous. Cette rencontre, déjà, vous a-t-elle surpris? Non, aucunement, elle était attendue. Peut-être pas nécessairement attendue, pas forcément. Avant la prise du décret consacrant le nouveau chef de file de l'opposition. Mais bon, il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tôt. Et donc à ce niveau de responsabilité, c'est plutôt souhaitable que les gens se rencontrent et se donnent les moyens de discuter, d'échanger pour autant de besoins qu'il sera. C'est ce que je puis dire avec le petit bémol que le chef de l'opposition en fonction, comme ça se dit, n'est pas connu cet honneur. Maintenant, peut-être qu'il n'y avait rien à échanger. Il n'y avait rien à échanger. Justement, Agapit Napoléon Maforican, je ne vais pas vous poser la même question puisque vous en avez déjà parlé dans d'autres formats de la télé. Et justement, le moins qu'on puisse dire, c'est que les amis de FCBE l'ont très mauvaise. Parce que ne serait-ce que cette rencontre informelle, en dehors de tout cadre institutionnel, puisque le décret n'est pas encore sorti, le chef de file de l'opposition, Paul Rompin, n'a jamais eu, selon eux, malgré les demandes qu'ils ont formulées dans le droit du chef de l'État, n'a jamais eu cet honneur d'être reçu par le président de la République. Pendant les 3 ans qu'il a... Oui, s'ils l'ont mauvais, ils auront bien raison, ils auront très bien raison donc de ne pas digérer un peu cela. Mais ça fait partie aussi de la vie et ça peut pas être des choses de la gouvernance. Vous savez, à chaque temps son calendrier, à chaque temps son agenda, à chaque temps sa réalité. Le contexte aujourd'hui est différent du contexte il y a 3 ans. Il y a 3 ans, on était en pleine réforme. Les FCBE ont pu entrer dans le champ. Mais ils ont eu ce qu'ils pouvaient avoir après le dialogue politique. Ils ont pu avoir, ils ont évoqué un certain nombre de délibérateurs qui ont fait l'objet de réformes institutionnelles énormes. Donc on a touché à la Constitution, on a touché au code électoral, on a créé des situations pour rendre effectives les décisions du dialogue politique. Donc, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas eu un certain nombre de choses. Et la loi portant statut de l'opposition a été à nouveau revisitée. Une nouvelle loi a été votée le 25 novembre, en tout cas promulguée le 25 novembre 2019, et qui a permis donc de terminer cet attelage révision de la Constitution, le code électoral, le statut de l'opposition. Entre-temps, c'est pas le financement politique. Donc, quand vous regardez ça, le chef de file de l'opposition a été nommé. Il a eu la latitude d'aller et de venir. Oui, sans décret d'application, sans liste civile. Non, la liste civile fera partie de toutes sortes de passifs. L'État doit, lui, retourner. Puisqu'il a été nommé, le décret a été pris, le décret crée une situation juridique et dont les avantages doivent pouvoir lui être retrocédés. Donc il a eu les moyens. Qui n'a pas eu les moyens, là n'est pas le problème, c'est qu'il a été nommé formellement chef de file de l'opposition grâce à leurs observations, à leur volonté, à leurs souhaits, à certaines de leurs attentes, de leurs doléances. Des réformes ont été ajoutées aux réformes précédentes qui avaient créé des situations de crise et qui leur ont permis, eux, d'aller au communal, donc de bénéficier des fonds de campagne, de financement public, d'aller à la présidentielle et donc d'aller aux législatives. Mais alors, est-ce qu'eux, ils ont fait tout le travail qu'ils devraient faire? En retour, est-ce qu'ils ont pu remobiliser l'opposition? Est-ce qu'ils ont pu redynamiser
disons, l'appareil. Ils ont tenté. Enfin, on a tous été témoins. Oui, mais vous savez, l'analyse va plus loin. S'ils ont tenté, est-ce qu'ils ont réussi? Si aujourd'hui les partis, les démocrates, se positionnent comme le chef de file de l'opposition, c'est que les FCB ont échoué. Et pourquoi ont-ils échoué? Pourquoi c'est maintenant que M. Onkwe et son groupe nous montrent qu'ils n'ont pas été bien suivis, qu'ils n'ont pas été... Sans vouloir vous arrêter, ce qui les chagrine réellement, c'est ils considèrent avoir été royalement ignorés par le président de la République. Non, ils n'ont pas été ignorés, puis après le dialogue politique, il y a eu plein de choses qui les ont confortés. Oui, Paul Onkwe n'a été jamais reçu en tant que chef de file de l'opposition. Ça ne change pas grand-chose. Ce n'est pas la même posture. Ils sont dans la négation des réformes. Ils sont dans le déni carrément de l'ordre républicain. Ils sont tout ça, ils ne reconnaissent rien. Ils ne reconnaissent rien. Mais ils sont en train de revenir. Vous connaissez la parabole de l'enfant prodige? C'est exactement la frustration de celui qui a resté docile. C'est-à-dire que dans la parabole de l'enfant prodige, on peut considérer que le chef d'État, il est un bon père de famille, on peut le dire, dans la mesure où, voilà les démocrates, ils reviennent, ils ont, en fait, moi je vais être trivial, c'est-à-dire j'ai pas envie de prendre les grands. Enfin, ils ravalent ce qu'ils ont vomi directement. Ils ont dit non à tout. Maintenant, ils ne commencent pas tout accepter. C'est logique qu'on ne les ignore pas. Donc Paul Onkwe, dans la parabole, elle est née qui est la même. Paul Onkwe, dans la parabole, elle est née docile. L'aîné responsable. L'aîné qui a tout accepté. Ils sont allés au dialogue politique. Il a créé... Enfin, les FCB ont aidé disons, à l'accomplissement des réformes. Et ils ont aidé également au dégel. Parce que le code électoral, au moins, s'il n'y avait pas eu ce nouveau code de 2019, les démocrates n'auraient jamais pu avoir des députés aujourd'hui. C'est grâce à ce code-là qui permet que le dossier soit complété entre-temps. C'est ça aujourd'hui qui a permis aux démocrates d'être aujourd'hui au Parlement. Donc, les FCB peuvent être fiers. Je pense qu'ils prennent la mauvaise posture. Parce que, déjà, ils ont eu une mauvaise communication, je l'ai dit. J'ai eu à dire à M. Onkwe directement, j'ai eu à dire à son entourage que la communication des FCB est mauvaise depuis la présidentielle. Ils pensent déjà qu'ils sont déjà assis, ils communiquent très peu, ils vont faire quelques activités sur le terrain, mais ils n'ont pas bien communiqué. Ça, il faut le dire. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans la guerre de la communication. Il n'est pas de parler pour parler, mais il faut tenir, il faut être sur la scène. Et les démocrates font le jeu, jouent le jeu. En tant qu'enfant prodige, ils ont tout renié, ils ont tout vomi. Tranquillement, ils essayent donc d'ingurgiter progressivement la dose qu'ils ont pu libérer. Et c'est normal qu'on les accompagne. Donc, vous voyez, comme moi j'ai vu M. Oundété aujourd'hui réclamer, on dit, bon, on va à la Sénat, on va demander à la Sénat, on va voir un peu la liste. Il dit, tiens, ça c'est les réformes de 2019, par le Parlement monocolore, les députés désignés, mais tout ça aujourd'hui, vous l'acceptez. C'est bien, c'est à votre actif. Ça permet quoi? De valider les réformes, mais en Afrique de valider les réformes, donc d'aller de l'avant. Et c'est ça que moi je retiens. Les FCB n'ont pas à la voir mauvaise, on les comprendrait, mais je pense qu'il faudrait qu'ils prennent date en disant nous avons combattu le bon combat. Après maintenant il faut regarder devant et voir les perspectives. Et sur cette même question, les FCB devraient ravaler leur fierté, aussi eux aussi, et voilà, avancer. Non, l'image est déjà toute donnée. J'aurais pu parler de querelle de coépouse, mais voyez-vous, M. Paul Onkwe est en train de gâcher sa sortie qui fut belle au soir des élections où il a concédé le premier et la défaite de son parti lors des législatives et a reconnu la suprématie des démocrates au niveau des opposants. Il pouvait s'en tenir à ça et attendre, grand seigneur, de voir comment les choses se passeraient sans lui. Bon, c'est la vie. Tant mieux qu'il ait exprimé. Il y avait manifestement, il y avait quand même un malaise. Il y avait à s'interroger sur ce que, au sommet de l'État, on entendait faire du chef de file de l'opposition tel qu'il a été prévu. Mais il n'y a pas que le chef de l'État pour rencontrer le chef de file de l'opposition. Le chef de file de l'opposition est avant tout un chef de parti. Qui plus est d'une tendance donnée. Et je note les efforts qui ont pu être faits, probablement par M. Onkwe et pour rassembler. Et ça ne va pas de soi. L'opposition a été traversée par divers courants
bon, ou diverses contradictions qui étaient les leurs ou qui ont été, ou divers feux qui ont été attisés. C'est leur problème. À eux, à charge pour eux de donner à voir à l'opinion publique quelque chose de plus désirable, quelque chose de plus consistant, qui représente une alternative crédible à la gouvernance qu'on prétend critiquer. Sinon, ça donne une impression de querelle de chiffonnier pour des avantages qu'on connaît, enfin, ou que seuls sont, qui sont seuls à connaître, alors que les problèmes concrets des populations attendent d'être portés, d'être défendus, voire résolus. Et non, il faut qu'on quitte rapidement ces sentiers-là pour aborder les choses de manière plus intéressante. Je reste sur une déclaration récente d'un leader du parti FCBE, le patron de la jeunesse, Mohamed Awali Akintola, qui disait à propos de cette rencontre que c'était plus facile pour deux amis de se voir. Comment vous considérez cette déclaration? On était sur la forme, on était Patrice Talon. Je connais d'autres situations autour de M. Ondete qui indiquent le contraire. Parfois, entre les meilleurs amis, les querelles, les inimitiés peuvent être très dures. Bon, tant mieux s'il y a l'avantage d'avoir été des amis, de s'être fréquentés par le passé. Mais en cela, il n'y a aucune vérité absolue. Moi, je retiens le caractère républicain de la rencontre. Peu importe qu'ils soient de bons amis, qu'ils soient familiers ou non, et ce qui nous importe au sommet de l'État, c'est cette civilité, c'est cet effort pour que chacun, conformément à la place qui est la sienne, contribue à construire le pays. Les opposants ont une forme de leur légitimité, c'est même pas une forme. Le chef de l'État élu, encore plus, ainsi de suite. Et chacun faisant son métier, les vaches seront bien gardées, dit-on. Non, il n'y a pas de confusion possible. Je laisse au président de la jeunesse d'FCBE bon, le droit de lancer un peu ce titre-là, qui est déjà un titre de sortant. Vous aviez déjà, Agapit Napoléon Maforican, vous avez déjà mis le pied dans le plat. Par rapport à cette... À la vomissure? Oui, non, pas dans la vomissure. par rapport à cette rencontre, déjà sur la forme, est-ce qu'on peut dire que voilà, le président du Parti des démocrates était dans une forme de, on va dire, de reddition, parce que eu égard à tout ce qui avait été dit par avant, et Patrice Talon, de son côté, on va dire, ne boudait pas son plaisir, parce que, en tout cas, de tout ce qu'on a entendu, on a encore en mémoire tous les diatribes qui ont été, disons, adossés à cette fonction, les noms d'oiseaux dont les Paul Houmpé et compagnon étaient victimes. On parlait de, voilà, le chef de file d'opposition ne peut pas être... On a compris aujourd'hui qu'il tente de récupérer le coup, en tout cas d'adopter une autre posture. Mais par rapport à cette rencontre, est-ce que on peut dire qu'il y a l'un qui a fait profil bas parce qu'il n'avait plus d'autres moyens que de le faire, que d'assumer en tout cas le fait accompli? C'est FCBE, c'est Eric Ondete et les démocrates. Oui. C'est Eric Ondete et les démocrates. J'ai utilisé la parabole de l'enfant prodige où j'étais aussi direct, enfin un peu trivial, par exemple carrément donc de vomissure. C'est un peu que ça. Alors qui doit se réjouir un peu de cela? Ça dépend. D'abord Patrice Talon qui ne doit pas bouder son plaisir. C'est lui qui est le maître des réformes. Tout ce qu'on a endossé depuis 2017, lorsque le projet de révision de la Constitution a été rejeté, jusqu'au moment où les démocrates ont décidé de participer aux élections et que la Cour constitutionnelle les a accompagnés rapidement et stratégiquement. À ce moment, donc, si on fait le point, c'est eux qui nous noircissaient tout. C'est eux qui trouvaient que tout était mauvais, que les lois étaient mauvaises, taille sur mesure, qu'on n'était pas en démocratie, que les députés étaient nommés, qu'il fallait voter. C'est eux qui nous voulaient respecter. Alors, aujourd'hui, ils semblent aujourd'hui plus enclins à profiter du système. Alors, ils y viennent à petits pas. Il fallait commencer par les voir venir. Le fait d'abord de se constituer parti
malgré tout ce qu'ils ont dit des FCBE, devraient ouvrir les yeux à ceux qui pensent. Mais encore, on pourrait évoluer. Le fait de décider d'aller aux élections et de s'acharner, de tout faire pour y être. Malgré, ils n'avaient pas, ils n'étaient pas à jour. Ils sont allés devant le juge constitutionnel qui a trouvé les subterfuges pour les accueillir. Ils sont allés. Alors, ils veulent libérer les prisons, ils veulent ouvrir les prisons et libérer tout le monde. Ils veulent ouvrir les frontières, ils veulent faire rentrer tout le monde. Ils ont promis moins de merveilles. Mais ils n'ont pas eu, ils sont battus, le peuple ne les a pas suivis. Mais ils ont continué. À la rentrée parlementaire, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Le discours de conseil de groupe parlementaire. Mais c'est un discours à charge contre l'État. On ne peut pas être à ce niveau-là. Mais ça, en fait, leur problème c'est quoi? C'est qu'il fallait qu'ils fassent amende honorable. Il ne peut pas, comme dit Mathieu Kérékou, il ne peut pas se livrer pieds et mains liés. Il fallait bien qu'ils gardent au moins quelques dignités. Donc ils ont commencé progressivement. Vous les avez vus au Parlement, ils attaquent tout. Voilà. Après, ils vont faire une conférence de presse pour dire, bon voilà, ils ont tout tenté. Ils ont tout tenté, mais je ne sais pas libérer. Et ils interpellent maintenant le peuple et demandent à leurs collègues. Ils ont vu que c'était une manœuvre qui ne va pas créer. Après, ils parlent d'amnistie. Et loi d'amnistie. Alors, tout ça, quand ils font le point, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent rien avoir s'ils ne se mettent pas institutionnellement dans le jeu. Soit on leur a dit finalement, et ils ont compris. Soit même on a dû analyser. Mais nous le disions depuis des mois, pour ne pas dire des années, qu'ils n'ont pas autre chose à faire que de rentrer dans le jeu et de jouer le jeu, de prendre la place qui leur revient, de manière institutionnelle. Du coup, en acceptant de jouer le jeu aujourd'hui, ils se repositionnent comme une autre force. Aujourd'hui, ils constituent un autre levier sur lequel Patrice Talon peut jouer. Il a sa majorité qui est là, un peu amorphe, ou à tonne actuellement, un peu perdu, je ne sais pas, ou attentiste, où il y a toutes sortes d'états d'esprit, d'états d'âme. Aujourd'hui, on peut le dire. Mais à l'horizon 2026, il faut bien s'y préparer. Et à l'horizon 2026, il faut être à l'arrivée. Et pour ce faire, le parti, les démocrates peuvent être utiles. Donc vous voulez dire que Patrice Talon s'aménage une carte supplémentaire de peser sur le jeu politique pour mieux préparer sa sortie? Qui finit son mandat. Ouais. Toutes les perspectives sont possibles. D'autant qu'il ne peut s'assurer de manière inconditionnelle du soutien de ceux qui appellent aujourd'hui maugré. Disons murmure. Je dis, leur murmure n'est plus inaudible. C'est-à-dire le murmure, vous connaissez ce que le murmure. Mais leur murmure n'est plus que murmure. Certains vont commencer par donner un peu de la voix. Vous voyez, l'autre devient à tel parti, à tel de démissionner. Vous avez ça aujourd'hui. Badamassi qui demande à Biotchane de démissionner de la tête du parti. Déjà, ils sont tous du BR. Je ne parle que de ça. Je ne parle pas de l'autre côté où ça. Alors, voilà, à l'intérieur. Je sais que là, quand le président va sonner la fin de la déclaration, sans doute, ça va fonctionner. Plus au même pourcentage qu'il y a 3 ans, il y a 5 ans. Mais ça va quand même marcher. Demain, le chef incontestable de la majorité. Mais de l'autre côté, l'opposition, c'est qu'en ne se fondant, en ne s'alliant pas le soutien et en ne jouissant pas de toutes les prérogatives que la loi portant de l'opposition leur donne, ils perdent beaucoup. Ils perdent parce que tout ce que la loi leur donne leur permet d'être non seulement visible, c'est financer certaines sorties, avoir un chapitre dans certains débats, négocier peut-être ce qui leur paraît aussi important comme la libération des leurs qui sont en prison ou le retour au pays des leurs qui... Donc, tout ça, on est en gouvernance. Ça peut se négocier. Il suffit de gérer un certain nombre de passifs, d'un côté comme de l'autre. Et donc, mais en retour, comme c'est en politique, en retour, sur quelle base de négociation? C'est que toutes les voyants sont là. Ils n'attendaient que la participation des démocrates. Les démocrates entrent dans le jeu et s'ils se maintiennent de manière cohérente et républicaine dans le jeu, je pense qu'ils seront obligés de forcer les partis de la majorité à sortir de leur... Oui, mais du côté de Patrice Talon, est-ce que Patrice Talon, on l'imagine s'inventer un jeu à 3 paramètres ou à 3 équations, et pour ne pas aller dans le sens de Bertin Corvée, je ne sais pas s'il faisait de la boutade ou pas, les démocrates seraient entre griffes le 4e parti de la
Oui, je voulais justement blaguer en disant, bon, c'est eux qui disaient que les FCBE sont le premier parti de talent. Eux seront bientôt décriés comme le quatrième parti. Si ce n'est pas Bézé Corvée, ce sera candidat Danaï, ou tous les larbins de enfin, tous ceux qui sont de cette chapelle, ils vont dire, bon voilà, c'est le quatrième parti. Non, je pense que le parti de talent est le maître du jeu. Aujourd'hui, il est le maître incontesté du jeu. Il n'a plus rien à prouver, il n'a plus rien à chercher. Mais il a tout à cahier en jouant tous les coups possibles. Donc pour moi, je ne le vois pas en train de saquer sa majorité contre une alliance contre nature avec l'opposition. Ce n'est pas son genre, ce n'est pas son style depuis qu'il est au pouvoir, donc je ne le vois pas. Par contre, il peut profiter, il peut tirer des marrons, donc de la participation cohérente donc des démocrates au jeu démocratique. Ça veut dire quoi? Parce que déjà un acquis incontestable aujourd'hui, c'est que les réformes sont acceptées. Les réformes sont non seulement ingérées, mais digérées. Et ça, c'est une victoire pour Patrice Talon, pour y avoir cru, pour y avoir tenu ferme, avec les pressions intérieures, extérieures, tout, il a tenu. Donc ces réformes-là, c'est déjà un acquis. Et maintenant, on ne dira plus, c'est impossible au Bénin de réformer. Désormais, c'est possible de réformer. En 7 ans, en 8 ans, il a réussi. En 7 ans de gouvernance, il a réussi proprement et dans bien des matières, jusqu'à la révision de la Constitution. Une révision intelligente, à minima, je veux dire. Au moment où il avait toute une majorité qui pouvait aller dans n'importe quel sens, il est resté à une révision à minima, à l'essentiel pour lequel il y avait eu la conférence et le dialogue politique. Ça montre qu'il y a du sérieux dans son affaire. Aujourd'hui, il fédère les résistants d'hier qui, sans rien n'avoir de nouveau, adhèrent au jeu. Ça veut dire quoi? Ils étaient contre le jeu, pas parce que les règles étaient mauvaises, mais c'est parce qu'eux, ils n'assimilaient pas. On dirait que c'est plutôt eux qui ont découvert aujourd'hui disons, la beauté des règles. Et tout que le jeu peut peut leur procurer du bonheur, alors ils s'y engouffrent. Tant mieux pour eux. La même question, est-ce que là, il y a matière à échanger les bons procédés? Patrice Talon en maître du jeu, les démocrates ont envie de jouer en tout cas leur carte à fond. Absolument. Et chacun d'eux aurait d'abord tort de s'en priver, parce que les règles sont là, elles sont là pour tout le monde. Mais ce que la dernière évolution démontre, c'est que nous sommes plus que jamais, et à l'aune de ce que Agapite Napoléon vient de dire, nous sommes plus que jamais dans un régime présidentiel fort, au-delà de la personne de Patrice Talon, de son style. Et c'est l'essence du régime qui amène, quand on en a habilement et assez intelligemment en tout cas exploité les leviers, et ça amène à repositionner chaque chose à sa place. Et il faut en prendre acte pour avancer conformément aux moyens qui sont en possession de chacune des parties. Les démocrates doivent se le tenir pour dit. Le nombre qu'ils font ne permet pas de tout renverser, mais à l'intérieur des institutions où ils viennent de prendre pied, et pas la moindre, le Parlement et bientôt même les bureaux des commissions, je crois, dès demain, ils ont des chances d'influencer le jeu. Et pour le chef de l'État, c'est pain béni de voir une force substantielle de l'opposition, d'une opposition aussi critique, aussi radicale, de la voir venir, et, je ne vais pas dire la raison, mais en tout cas accepter les règles du jeu telles qu'elles sont. Donc, objectivement, il y a place pour un partenariat responsable de part et d'autre, sans qu'il s'agisse de collusion, chacun restant lui-même. Mais ça va être un partenariat dynamique, fort. Enfin, ça dépend d'eux, mais il va être très intéressant à voir. Il ne s'agit pas pour le chef de l'État de jouer des démocrates comme un nouveau soutien contre ceux qui le soutenaient avant. Mais quand on considère que 2026 n'est plus loin, c'est 2 ans, ça va être 2 ans, 8 mois, tous les calculs sont oui, terminés. même l'après 2026 est important pour celui qui est en place. C'est humainement, politiquement, il faut consolider ce qu'on a fait. Il faut laisser quelque chose d'aussi consistant à la postérité que possible à la postérité. Et il faut aussi avoir à peu près la garantie qu'on sera tranquille dans sa retraite et que d'un camp à l'autre,
on ne trouvera pas matière à des chasses aux sorcières et j'en passe, sinon simplement à détricoter ce qui a été si laborieusement fait. Ne serait-ce que par rapport à cette préoccupation de préservation d'un héritage, le chef de l'État n'en fera jamais assez pour convaincre ceux qui le critiquaient, ceux qui continuent même de le faire. Monsieur Eri-Ngoundete ne s'en est pas privé, d'ailleurs, au sortir de l'audience à la présidence. Et c'est à bon droit. Et c'est pour notre population, pour notre peuple, une belle leçon de tolérance, d'ouverture à la discussion. Bon, en même temps, le ton n'était plus le même. Le ton n'était plus négatif. Si dans ces conditions, vous pouvez avoir un autre ton, je voudrais bien vous y voir. Et donc, monsieur, on était en situation, a dû le comprendre lui-même, ou s'en est convaincu avant d'y aller avec ses camarades. Et moi, je salue les démocrates pour cette espèce de virage stratégique amorcé depuis fin 2021 en réalité, en faisant d'abord non seulement en se constituant comme parti sur la base de lois qui sont critiquables, aucune œuvre humaine n'est parfaite, encore moins sur le terrain politique, mais en s'assumant comme opposant dans le cadre de cette loi et en faisant la déclaration d'opposition sans avoir d'élus, ils ont clarifié déjà quelque chose au plan institutionnel. Ils sont allés aux élections avec le résultat qu'on sait et ils s'inscrivent peu à peu dans la dynamique des institutions. C'est de ça que nous avons d'abord besoin. Je ne peux me priver de féliciter le vice-président des démocrates qui, de manière très contrastée par rapport au ton du discours qui a été le leur à l'ouverture, à l'installation des députés, s'est signalé récemment comme pratiquement un soutien du gouvernement pour que les paysans n'aillent pas au boycott des cultures de rente. C'est ça, avoir un comportement d'homme d'État, un comportement responsable, en étant pourtant opposé et en ayant encore beaucoup de choses à reprocher à la gouvernance qui est là. Donc, nous aurons à assister à une trêve de démagogie dans toute la mesure du possible, et c'est ce qu'il faut souhaiter de toute façon. Et éviter la surenchère de part et d'autre. Alors peut-être que ceux qui vont se sentir délaissés dans l'entourage du chef de l'État pourront jouer les faucons et mettre à mal cette espèce de paix des braves. Oui, d'apaisement qui se dessine devant nous. Il ne faut pas l'exclure. Et c'est en ce moment qu'il serait important que le chef de l'État s'affirme effectivement comme le chef de sa majorité et discipline son monde sur l'essentiel. Ne soit pas non plus ingrat envers ceux qui sont sacrifiés et ceux qui sont engagés. Justement, vous me tendez la perche en parlant d'ingratitude. Agapit Napoléon l'a évoqué. Avec une majorité, disons-le, bon, on peut le dire aujourd'hui, frustrés. Ils ont été presque aussi des enfants gâtés, non? Oui, des enfants gâtés, bon, on peut le dire, mais frustrés. Est-ce qu'on peut dire que Patrice Talon, volontairement ou involontairement, entretient, on peut dire une stratégie de la tension par rapport vis-à-vis de ces deux partis, et pour garder, en tout cas, comme vous l'avez évoqué, toutes les cartes en main. Quand vous parlez les murmures sont de plus en plus audibles. Le dernier remaniement a démontré à souhait que le chef de l'État, en griffe, n'en a cure. Est-ce que cette stratégie est en comptant, vous avez parlé de Badamassi qui n'a pas hésité à tenser Biotchané. Est-ce que Patrice Talon attend que les déchirures possibles adviennent maintenant, ce qui serait, on va dire, peut-être gérable, que ça n'advienne qu'au détour de 2025-2026. C'est une stratégie volontairement assumée. Non, vous bougez trop le curseur. On est à l'opposition, on n'est pas dans les manœuvres internes à l'équipe au pouvoir. Patrice Talon ne fait pas un jeu contre sa majorité. Non, en fait, on est sur deux champs. Mais vous savez, le stratège, c'est quoi? Le stratège, c'est celui qui arrive à maintenir la dynamique de différence sur tous les champs possibles et en gardant toutes les cartes en main, sans donc s'annihiler un soutien ici ou là. Dans le cas d'espèce, ce n'est pas lui qui manœuvre au niveau de l'UPR ni au niveau des blocs républicains. Eux, ils ont déjà été faits.
Des gens sont diable, sans l'UPR ou sans Bloc républicain, ils ne seront pas au Parlement. Ceux qui sont fourvoyés dans les partis unipersonnels ou créés de trucs, ils sont où? Ils ne peuvent pas. Moi, je suis désolé, on l'a dit, IDBN, Moël Bénin, tout ça, avec tout le charme que leur parti porte, mais bon, on les a récupérés en leur donnant un strapontin de préfet. Mais c'est déjà beaucoup pour eux, parce qu'en réalité, les partis aujourd'hui de la majorité présidentielle, c'est les partis qui concourent à la prise de décision au niveau national. Et la prise de décision, c'est au niveau du Parlement et au niveau des conseils communaux. Donc, les autres ne sont pas là. Alors, ceux qui ont la chance d'y être, ils ont la chance parce qu'ils ont joué sur Patrice Talon. C'est la dynamique Talon qui les a amenés là où ils sont. Il ne faut pas qu'on se leurre. Les partis de la majorité, le peuple est régimiste. Le peuple vote régime. Ne voyons pas les grandes villes qui votent opposition. Le peuple est régimiste. Et Boni Yahi, que Mathieu Kérékou, avec que Soglo, UTD, tout ça là, le renouveau, la RB, tout ça, c'est le pouvoir qui lui a donné ça. Personne ne connaissait Soglo. En dehors de l'intellectuel, l'ancien ministre des Finances de son oncle, et après le cadre de la Banque mondiale, en dehors de ça, mais personne ne le connaissait. Mais la Convention nationale l'a mis sur la feuille de projecteur, mais d'accord, comme elle a mis d'autres personnes sur la feuille de projecteur, mais il n'aurait pas été là où il est, la RB n'aurait pas pu, si Soglo n'avait pas eu le pouvoir. Kérékou est arrivé, Kérékou n'a pas créé le parti, mais il y a l'UBF, l'Union pour le bien du futur. Tout ça là, les salés, Gadabassi, tout ça ont été révélés parce que Kérékou est revenu au pouvoir. Parce que Aboussou les a adoubés, ils sont revenus, ils ont fait un peu tout ça avec la démarche, bref. Grâce à Kérékou, certains ont pu avoir leur voix au chapitre et ont pu se hixer un peu au soleil et se sont fait retrouver. Et certains sont allés directement vers Boni Yahi, d'autres ont tenté leur chance, après ils ont rejoint Boni Yahi. Boni Yahi, quand il venait, c'est la coalition des partis qui l'a fait venir au pouvoir. C'est les partis déçus de Kérékou, les gens qui déçus un peu de Kérékou, ben, ils se sont retrouvés, tout comme ils sont allés appeler Kérékou à la rescousse en 1996, avec Tewedre comme chef de file. C'est le même groupe pratiquement qui allait appeler encore à la rescousse Boni Yahi, avec de nouveaux jeunes, avec de nouveaux visages. Boni Yahi est arrivé. Il a eu des soutiens. Boni Yahi n'aurait jamais été président de la République s'il n'a pas été financé par d'autres. Il n'aurait jamais été président de la République s'il n'a pas été accompagné politiquement par d'autres. On connaissait le président de la BOAD, charmeur, charmant, chaud dans... Enfin, quelqu'un avec cette relationnel très très chaleureux avec les populations, avec les médias, avec tout le monde. Il y a un homme de contact qu'on a connu. Mais après tout ça, ne le fait pas président s'il n'a pas été soutenu par la classe politique et qu'il n'a pas reçu le financement qu'il fallait recevoir. On ne fait pas campagne, comme disait Kérékou, on ne fait pas avec les 500 000 qu'on fait campagne. On fait campagne, quand lui parlait, il dit, mais, il faut faire campagne au minimum avec 1 milliard. Mais aujourd'hui, ce n'est pas avec 1 milliard qu'on fait. En 2006, Boni Yahi ne vous dira pas qu'il a fait campagne avec 1 milliard. Il a déployé d'énormes moyens. Il a fallu que quelqu'un le finance, ou que des gens le financent. Alors, pendant son mandat, on a eu l'FCBE, la Force Connue pour un Bénin émergent. Il n'existait pas avant. Ils l'ont créé sous le pouvoir, connu sous le pouvoir, et avec même la grande dynamique de l'Union des Nations en 2010-2011, dont les GIF, les mouvements entre 2007 et 2008, et l'UN 2010-2011 aux élections. Malgré tout ça, il s'en est sorti avec le chaos. Il a gagné au premier tour. Toutes les forces politiques réunies contre lui seul, avec l'ABT de l'autre côté, il a gagné au premier tour. Pourquoi? La dynamique du pouvoir. Et les FCBE sont sortis premier parti aux législatives de 2011. De 2015, peu ou prou, mais là, c'était déjà déchiré, on était à la veille de la fin du règne. Alors, je fais tout ça pour dire quoi? Le parti au pouvoir a toujours une dynamique. Les deux forces, que ce soit l'UPR, que ce soit comme le Bloc républicain, sont à leur place. Il y en a quelques-uns qui vont se laisser acheter, il y en a quelques-uns qui vont se laisser approcher, qui vont se livrer même sur le marché, qui vont se mettre sur le marché pour plusieurs francs. Mais c'est compté sans les nouvelles dynamiques politiques actuelles. Ils vont se heurter à leur propre jeu. Le parrainage est là comme un élément tampon pour aller aux élections. Et même si certains vont vendre leur parrainage, aujourd'hui, l'appareil de l'État est là. Les deux partis là, ils ont beau avoir des députés ou des gens fâchés,
ils sont quand même pas plus de... Quand vous faites le point des députés et des maires, c'est quand même pas le nombre, c'est pas les militants du parti fâchés. Donc, quelqu'un comme Badamassi aujourd'hui, il a beau tout dire, mais il était encore mandat. Donc lui, il n'a pas de paragraphe à donner. Biochani, lui, et non plus. Il en a à donner. C'est vrai. Donc ils vont se chamailler entre eux. Peut-être c'est Adambi qui va être celui qui va être le déterminant ou Mali Gomina. Parce que quand on regarde un peu la structure du parti, c'est ces deux-là qui ont le vent aujourd'hui. Le parti étant stratégiquement axé dans la partie internationale, mais ils ont beaucoup de gens par ici. C'est normal qu'aujourd'hui, vous regardez la hiérarchie du parti, je ne suis pas membre du parti, donc ce n'est pas à moi de le dire qui va être leur patron. Mais moi, j'analyse et je me dis, la dynamique n'est certainement plus Biochani. Peut-être qu'il a d'autres meilleures choses qui l'attendent, je ne sais pas. C'est un recadre qui a fait tellement... Qui a fait le tour. Donc, je dis tout ça pour dire que Patrice Talon n'est pas... Il va retrouver sa majorité à tout moment. Il y aura quelques peut-être remue-ménages, il y aura quelques gens qui vont... Mais la majorité, pour moi, dans 3 ans, ne va pas s'effriter. Il y aura des mouvements, il y aura quelques agitations. Des gens vont entrer, des gens vont sortir, pas de souci. Mais et l'opposition, c'est ça notre débat. Ah oui, à quoi ça va lui servir? Ça lui servir à bâtir la République, à consolider les acquis, à maintenir, à montrer le bien fondé des réformes. Et aujourd'hui, ces réformes-là, l'opposition va en profiter. C'est pour ça qu'il est important que le décret normal du chef de file de l'opposition soit pris. Parce que, restons aussi dans les normes, en fait, Talon reçoit Rondeté. Mais à quel fait? C'est pour parler de quoi? Des sujets de l'actualité, du décret et des prisonniers. Et des prisonniers. Donc, des sujets d'actualité. Et Paul Rouquet n'avait pas eu besoin de ça. Son décret est sorti sans qu'il soit obligé de se déplacer. Et il n'a pas eu l'occasion de parler des questions d'actualité. Il a parlé des questions d'actualité ailleurs. Pas avec le chef de l'État. D'accord, mais est-ce que si le décret avait été pris, est-ce qu'il y aurait eu cette rencontre? Voilà un peu. Donc c'est dire qu'en réalité, quand moi j'analyse, je me dis, non, le temps d'aujourd'hui, c'est plutôt l'opposition qui va se rendre pour dire les choses de manière claire. C'est l'opposition qui a... Ça n'a rien à voir avec la majorité de Talon qui joue avec, non. L'opposition va se rendre parce qu'elle sait qu'elle a des choses à tirer également de là. Ce jeudi, demain donc, il y aura le débat, il y a peut-être la réforme des commissions. À l'Assemblée nationale. Que la nouvelle donne, peut-être que la nouvelle des commissions, oui. Peut-être que la nouvelle donne va ouvrir des nouveaux champs pour eux. C'est dans la négociation qu'ils peuvent gagner, ce n'est pas dans le braquage. Ils ne sont pas leur nombre ne leur permet pas de gagner. Ils ne gagneront rien dans l'affrontement. Ils peuvent tout gagner dans la négociation. La preuve, quand ils ont évoqué la question des détenus, le président de l'amnistie, on a dit le président nous l'a renvoyé vers les députés. Ouais. C'est là-bas que ça se joue, effectivement, ça se joue au Parlement. Mais c'est qui les députés? C'est les députés à qui? À l'option de Patrice Talon. Ça veut dire que Patrice Talon aura son mot à dire dans ce débat-là sur la région de la sur l'amnistie. Ouais. C'est-à-dire que le champ est ouvert pour tous. Et c'est le champ du dialogue politique permanent. C'est le champ du dialogue inclusif permanent. C'est le champ disons, de la participation de tous, majorité comme opposition, à l'œuvre de reconstruction nationale. Ce n'est pas dire que quelqu'un a la vérité absolue, mais ceux à qui les populations ont donné le mandat, ont confié leur mandat, leur destinée pour les conduire, sont ceux qui sont devant. Mais les autres, il y a eu 28 députés, donc le cas quand même, près du tiers. Aussi on leur voit au chapitre. Maintenant, ils se mettent dans les rangs pour que leur voix soit exprimée, leur son soit entendu dans les cadres créés par la République. Tout le monde doit les appuyer. Donc c'est pourquoi moi-même, je les salue. Je salue leur sens donc, de la réalité finalement, compris peut-être un début d'humilité ou d'ouverture à la réelle politique, à ce qu'on appelle la politique du réel. Et là, je pense que s'ils se maintiennent dans la posture, ils n'ont qu'à jouer leur rôle d'opposition, c'est-à-dire opposition de contenu. On est à 3 ans. Il ne s'agit pas qu'il soit la 5e fois de Patrice Talon, la 4e fois, mais opposition de contenu pour offrir plutôt l'alternative de 2026. Parce qu'en réalité, 2026, si on regarde aujourd'hui, et l'analyste va parler, c'est acquis à la majorité. Il n'y a rien à dire. C'est acquis à la majorité. Mais on est encore dans 3 ans.
il faut peut-être des observations, des propositions alternatives, des postures alternatives, hein, pour que, sans doute, que ça commence pas à s'incliner ailleurs. Et moi, je trouve qu'ils sont sur la bonne pente dans la mesure où ils maintiennent l'actualité, ils maintiennent leur actualité au niveau de la vie politique nationale. Là où on n'entend plus les autres, qui attendent sans doute qu'un événement particulier arrive, ils occupent le champ. Hier, avec le président Talon. Aujourd'hui, avec l'équipe Soglo. Demain, ils vont créer un événement. Après-demain, ils vont se faire victime de ci. Ils font tout pour être présents sur l'actualité politique. Et ça, on ne peut pas le leur reprocher. Je trouve que c'est une bonne stratégie. Donc, Patrice Talon, dans ce jeu, il est plutôt l'observateur heureux. Et c'est vrai que c'est lui qui a les cartes en main. Donc, du coup, tout vient à lui. Je pense que c'est un juste retour des choses. Après les chauds moments qu'il a connus, après tout ce qu'il a enduré en tant que meneur des réformes, je pense que tout lui revient et naturellement. On peut dire qu'il s'en tire à très très bon compte. Le juste retour des choses, ce n'est qu'un début, on ne peut pas encore conclure. Ça dépend de comment ça évolue au Parlement, ça dépend de comment un peu l'actualité politique évolue, le social évolue dans les années à venir. Mais je pense que les voyants sont plutôt ouverts pour le président Talon. Pour Patrice Talon, puisque c'est de lui qu'il s'agit, quand on regarde l'architecture démocratique, 7 ans après, bon, il a coché toutes les cases. Une majorité bien confortable, une opposition qui peut dire tout ce qu'elle veut, qui est reconnue, un chef de file de l'opposition. Bon, il y a... Et pourtant, on peut dire qu'il boit du petit lait. Ah oui, forcément. Il y a un temps pour le répit. Mais je crois qu'il est loin d'être satisfait lui-même. Et donc, on attend qu'il démontre encore plus sa capacité à Est-ce lui élever. Qui doit démontrer ou oui, les autres qui doivent simplement jouer le Non, les autres vont jouer. Mais si les meneurs, si les chefs d'orchestre, il faut bien qu'ils donnent le là, d'une certaine manière. Et ne serait-ce que l'audience accordée, et il n'a pas parlé, on parle à sa place. Monsieur Ouneta a rendu compte. Est-ce que c'est en ces termes exactement que ça s'est passé? Donc, effectivement, il boit du petit lait, il en sourit dans son coin. Et peut-être qu'il a un autre point de vue, peut-être qu'il attend de prendre le contre-pied ou de nous surprendre autrement. Et ça, c'est forcément de la délectation. Mais bon, quand on est habitué à avoir un coup d'avance, bon, c'est chose normale. Et puis, la vie continue. Maintenant, j'ai presque envie de dire qu'on a réinitialisé les compteurs et que chacun prend sa place, sa position comme il faut. Et puis, voilà, chacun avec sa spécificité va se donner à voir jusqu'à quel point chacun pourra tenir la cadence, qui va pouvoir innover et lever le niveau du jeu. Agapit parlait tout à l'heure de la nécessité pour l'opposition de donner maintenant du contenu à son opposition, de montrer la différence en termes d'alternative par rapport à ce qui se fait. Et donc s'ils n'ont pas pensé, il serait temps qu'ils s'y mettent. Et en faisant ça, il y a le chantier de l'unité qui les attend encore. Et donc, ils ne sont que, ils font que ce score-là. Donc, ce n'est pas suffisant pour gagner les prochaines législatives, encore moins la prochaine présidentielle. Donc, il y a du travail à faire. Et donc, à eux d'avoir la stratégie adéquate. Et à l'arrivée, on peut se dire que la stratégie de communication aurait été payante, mais on peut même la critiquer telle qu'elle a été déroulée par endroits. On a vu l'entrée fracassante le jour de l'installation des députés. Ce n'était pas forcément ni en adéquation avec le règlement intérieur, ni du meilleur effet. Ni du meilleur effet qui soit. La proposition de loi d'amnistie, je devrais plutôt dire le projet de proposition, parce que dans les termes, dans les formes législatives requises, ce n'est qu'à partir de demain, et encore, en cas, oui, qu'on pourrait... Si cela se confirme. On va faudrait qu'il l'ait déposé. Voilà, donc... un projet... Donc il y a eu beaucoup d'agitation dans l'opinion. Et bon, ils ont réussi quelque peu leur coup jusqu'à porter le débat au niveau de la Marina, au niveau du palais de la Marina. Chapeau, mais tout n'est pas que coup de com', quoi. Donc le contenu maintenant est un défi. L'unité dans les rangs, mais l'unité des forces de l'opposition pour incarner une alternative. Voilà, l'autre question qui peut paraître anecdotique. Pendant qu'on y est, où sont les propositions les contre-propositions? D'accord, ils ont commencé à dérouler l'agenda qui leur tient à cœur, symboliquement
les exilés, ceux qui sont détenus. Mais le peuple n'est pas que dans ça. Et au président Vlavonu qui a parlé de révision de la Constitution. De retouche. Oui, forcément une révision, c'est le terme consacré. Qu'on s'en méfie ou pas, bon, c'est le terme consacré. Oui. Et il n'y a rien qui l'interdise d'ailleurs. Bon, donc une Constitution est révisable. C'est pas parce qu'on s'en méfie ou autre qu'on ne doit pas en accepter l'éventualité. Maintenant, comment est-ce que le chantier va être ouvert? Comment est-ce que le débat va être conduit? Et on attend également de savoir ce que les démocrates en pensent et quelle va être leur contribution, ainsi de suite. Voilà. Une question anecdotique. Quid du chef officieux de l'opposition? Chef officieux de l'opposition. Pas une devinette. Oui, je donne ma langue au chat. La figure tutélaire de cette opposition, je veux parler du président Yahya Boni. Boit-il aussi du petit lait? Est-ce que de son côté aussi, a-t-il réussi quelque chose d'important? Une forme de parrain. Et donc il peut. C'est l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. Hein. Et s'il est assez humble, s'il prend suffisamment de hauteur, il devrait se féliciter de ce que le parti, les démocrates, commencent à voler plus ou moins de ses propres ailes. Et c'est de ça qu'un père doit se féliciter. Et donc il ne doit pas avoir une présence encombrante. Et je souhaite que autant lui que le président Soglo, voire les anciens présidents d'institutions, constituent ce genre de personnalités au chevet des partis politiques. Dans notre vie publique, nous avons besoin de tous avec ce qu'ils ont été et surtout nous avons besoin du meilleur d'eux. Sans pour être militant. Bon, c'est pas interdit, mais chacun doit se souvenir qu'il a quand même occupé les plus hautes fonctions de l'État et que ça appelle quand même un comportement aussi responsable. Et sans vouloir donner, sans vouloir faire la leçon à qui que ce soit, c'est simplement ce qu'on attend. Et le président Talon doit pouvoir mesurer également l'intérêt d'un cadre de concertation ou non avec les anciens chefs d'État. J'ai toujours critiqué plutôt cette approche-là. Je pense que c'est autour du Parlement, au niveau du Parlement avec les partis politiques, qu'il faut engager le débat. Bon, je ne vais pas dire des has-been, mais c'est des personnalités avec lesquelles il faut faire. Mais les forces vives, et même au terme de notre Constitution, simplement, c'est avec les partis qu'il faut discuter des questions politiques. Et les partis devraient aussi se prendre en charge pour initier des débats interpartis entre eux. Je remets Yahya Boni dans l'équation parce qu'il est tellement présent. Bon, peut-être cette dernière semaine, on ne le voit pas, mais depuis l'installation, en tout cas, de ses députés, il a été à chaque formation, il était là à tout instant. Est-ce que ce qui se joue là également, il a évidemment, c'est le président d'honneur, il a certainement son mot à dire. Non, est-ce aussi ça, est-ce que je dirais sa victoire, en tout cas, de quel côté vous le placez très exactement? Écoutez, quand vous parlez tout à l'heure de son influence, je me suis rappelé une phrase de Monseigneur Patient Redois, qui doit être le tout dernier évêque blanc. Monseigneur Redois, il devrait être l'évêque de Nathalie. Quand Monseigneur Nicolas Okiou a été désigné, et lors de l'intronisation, je pense que Patient Redois, j'espère que je ne me trompe pas, que c'est bien lui. Il a trouvé une expression qui va rester. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Ça, c'est l'expression. C'est du Saint-Jean. Voilà. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Et alors, vous savez, j'étais un peu assez jeune. Je me suis dit, est-ce que le mot est. En fait, je suis allé dans croire et non dans croître. Alors je me dis, mais est-ce qu'il ne s'est pas trompé? C'est quand même là. Donc, l'expression m'a tellement plu que je suis allé chercher. Pourquoi il faut qu'il croisse et que moi je diminue? Après, j'ai compris. Croire, c'était plutôt pas dans la croyance, mais dans la croissance. Il faut qu'eux ils grandissent et que moi je m'éclipse. Il faut qu'eux ils se mettent devant et que moi j'essaye de leur faire la place. Ça veut dire que mon message est passé. C'est un peu comme le maître qui reconnaît que dans son élève déjà que le message est passé. En fait, je dis ça pourquoi? Je pense que ça doit être la théorie de Boni Yayi. Ça doit être sa théorie.
C'est vrai que ces temps-ci, on ne le voit pas, on le voit peu. Est-ce qu'il a besoin même d'être présent aujourd'hui? Est-ce que c'est leur victoire? Pour le moment, le Parti des démocrates n'a encore eu aucune victoire. Parce qu'en réalité, ils sont allés aux élections. Une reconnaissance. Non, c'est les lois de 2019. Ils les ont attaquées. Ils sont là. Aujourd'hui, la victoire, c'est pour la majorité. La victoire, c'est pour la majorité. Mais dans la logique de l'enfant prodige, on peut dire, bon d'accord, on l'accueille, on le cajole, on le remet dans le système. Et on espère qu'il va, cette fois-ci, il va rester fidèle. Hein. S'il ne reste pas enfant, s'il va rester comme enfant prodige, on ne va pas aller d'enfant prodige à l'enfant prodige. Et c'est ça qui fait que le projet d'amnistie a du mal à prendre. Parce qu'on a déjà amnistié en 2019. Il y a eu une loi d'amnistie. Critiquez pas justement eux, à l'époque, après le dialogue politique. Mais aujourd'hui, ils veulent amnistie. Il y a déjà eu révision, il y a déjà eu assises, dialogue politique. Eux, ils ont refusé. Aujourd'hui, ils veulent les assises. En fait, pourquoi ils veulent que les calendriers soient à l'heure, que ce soit leur calendrier qui se joue, et non le calendrier politique de celui qui est élu pour gouverner. Voilà un peu la problématique. Si on doit revenir en arrière, donc qui doit boire du petit lait? Je ne sais pas si il doit en boire. S'il en buvait, peut-être un peu. s'il en buvait, mais tant mieux. Ça veut dire qu'il est heureux. Et s'il est heureux, on est heureux aussi. Parce que le peuple sera heureux. Parce qu'en réalité, les réformes auraient été consacrées totalement. On ne va plus dire que bon voilà, tel est nommé, tel est élu, tel est débarqué, tel est... On va comprendre qu'on a connu des moments difficiles parce que certains ont été plus intelligents rapidement et d'autres ont été peut-être un peu tarés. Et bon, le mot est que le coup, j'adore ça et je l'utilise beaucoup et vraiment que de l'au-delà ou de l'autre tombe, il m'en donne acte, c'est parce que j'adore l'expression intellectuelle tarée parce que voilà encore une expression qui pendant longtemps une expression qui m'a montré, ou des expressions qui m'ont marqué. C'est pourquoi pas des gens carrés de pays. Bon, j'ai eu mes réponses auprès des dignitaires de l'époque et de certains dignitaires. Alors donc, est-ce qu'il doit s'en réjouir? Oui, d'une manière ou d'une autre. Il retourne à nouveau dans le jeu, de manière cette fois-ci officielle. Ce n'est plus pas les scandales, pas débarquer au marché, ou bien tenter une remise en cause. Non, aujourd'hui, il est dedans, de manière officielle. Il est porte-parole. Enfin, il est président d'honneur de ce mouvement. Mais la question est, est-ce qu'il est prêt à diminuer? Non, c'est ça que je vous dis. Déjà, les démocrates ne sont pas en posture de mastodonte pour que lui diminue, pour que les autres croissent. Il est tenu de diminuer. Puis de toute façon, ce n'est pas au Parlement là où les gens se feront. J'espère qu'il ne va pas reprendre un peu l'histoire de on a signé, après il faut revenir sa signature. J'espère. En dehors de ça, bon, s'il n'est pas, c'est là que votre question a peut-être son sens. Est-ce que Boniaï est prêt à diminuer? Il faut qu'il soit prêt à diminuer pour que Éric Ngoundété croisse avec son groupe. Et je pense qu'il fait un bon tandem avec Norenou. Norenou qui est un peu comme le démolisseur, Éric qui est un peu comme celui qui assène les coups. Non, attention, il n'est pas si de façon subtile. Mais quand vous voyez le démolisseur et la chaleur de coups, et vous les voyez, ben, ils ont toujours aussi des souris charmants. Le meilleur souris entre eux, c'est celui de Norenou. Quand il a son souris, ben, je pense qu'il peut tomber n'importe quelle proie, pour faire tomber n'importe quelle proie. Quand vous avez son souris, mais quand il a envie d'asséner les coups, il les assène aussi facilement. Éric, lui, c'est un peu la posture, un peu très régalienne, vous voyez, avec Patrice Talon, grand souris, et lui, la mine, disons, ferme, disons, voilà. On sent que ça, c'est le chef, l'enfant du chef. Et donc, il se joue bien, il se partage bien les rôles. Il faudrait que Boniaï recule, leur donne la main, et pendant qu'ils fixent leurs objectifs. En réalité, ce qu'on ne dit pas, c'est que 2026 est le carrefour. On a terminé, la guerre Patrick Talon Boniaï va finir, la guerre frontale. Parce que, quoi le problème? Boniaï estime que Patrick Talon lui a pris quelque chose. Alors que lui a déjà eu ses 2 mandats. En toute la logique, Patrick Talon a gagné un pouvoir qui n'était plus destiné à personne. Or, apparemment, lui, il estime que ça devrait lui revenir. Je ne sais pas à qui, à des sous qu'il soutenait. Mais donc, sinon, on ne peut pas comprendre les batailles qu'il a eu à mener contre son successeur. Parce que alors qu'il a fini ses 2 mandats. Maintenant, c'est que lui, et surtout, les combats du Patrick Talon, c'est les combats que lui-même avait voulu
mener et qui n'a pas réussi. Moi, j'étais là. Comme je le dis toujours, mais j'ai été ahuri des réserves, des résistances du côté de Boni Yayi après l'arrivée de Talon, parce que lorsque moi j'ai vu les premières actions de Patrice Talon, je me suis dit, mais ça doit être facile, parce que normalement tout le FCBE doit rallier Patrice Talon, parce que c'est tout ce que Patrice Yayi quand il faudrait qu'on réinvente les règles, les repères, qu'on retrouve nos repères éthiques, morales et spirituels. Mais un peuple qui recherche ses repères éthiques, morales et spirituels, c'est un peuple qui est en voie de rédemption. Parce que c'est tout, on ne peut pas vivre sans ces repères-là. Mais après, quand les repères, et lui-même dit, on ne peut pas avec ces repères sans refonder la République. Ça, c'est Boni Yayi qui le dit. Alors, refonder la République, rupture, nouveau départ, venez révéler, mais c'est des formules qui se côtoient. Mais à la mise en œuvre, on sait. Donc, votre question, elle est essentielle. Et je pense que c'est une question qui ne peut pas trouver de réponse ce soir. C'est une question qui mérite d'être touchée comme on a envie de toucher et d'être remise à la circulation et que chacun observe. Il est évident que les démocrates n'ont pas atteint leur objectif. Ils pensaient que le peuple avait cru, ils n'ont pas encore reconnu, ils ont gardé le langage politique en pensant que toujours, bon voilà, mais ils n'ont que le tiers. Et les deux tiers ne sont pas avec. Ils ne contrôlent pas les conseils communaux. Dans 3 ans... C'est presque le cas. Oui, non, 28%. Non, 25%. C'est 28 députés, donc c'est 25%, 24%. Donc ils ont le cas. Voilà. Donc, alors le cas, c'est loin. Les 3 cas sont avec les autres. Et on est qu'à 3 ans des élections. Et c'est les autres qui ont aux affaires. Donc c'est à eux de travailler à se maintenir, sinon c'est eux qui vont se dissoudre. Il y a 2 manières de se perdre. Par ségrégation ou par dilution. Alors, s'ils ne se ségrèguent pas suffisamment, ils vont se diluer dans l'universel. Et donc, c'est à eux de faire cette formule de Aimé Césaire et de trouver les stratégies nécessaires. Alors, parfois, s'ils vont suivre l'agenda de Boni Yayi, je pense qu'ils vont se perdre. Ils vont se perdre dans l'universel. Donc, c'est à eux de savoir où ils vont et de savoir que 2026 est un carrefour. C'est peut-être pas le dernier carrefour. Puisque on est en politique, c'est un carrefour. C'est à eux de trouver le mécanisme pour exister sur la sphère républicaine, se frayer leur chemin vers la gouvernance de l'alternative ou de l'alternance et convaincre le peuple qu'ils ont le meilleur projet. C'est à eux de trouver ce mécanisme-là. Et la victimisation est terminée. Je pense qu'ils ont enterré eux-mêmes tout le passif. Ils ont maintenant les perspectives devant eux. Ils ne vont pas voir la majorité comme des alliés parce que les autres ne vont pas prendre non plus leur peau de manière aussi facile. Voilà. Merci Agapine. Après moi, fréquent. Sur la même question. Oui, sur la place de Yayi. La place de Yayi sera celle que la sagesse lui indiquera, mais également celle que... On sent bien qu'il a une sagesse très active. Mais également celle que la volonté des membres actifs du parti, les démocrates, sera de s'affranchir, en cas de s'assumer, et à rechercher à tout prix le parrainage ou à garder la figure tutélaire d'un Boni Yayi comme son trophée. Ils risquent d'avoir tout le temps le regard vers le passé. Et donc, à eux de dessiner un avenir désirable, un avenir dans lequel, certes, il peut les accompagner, mais sans être forcément au début. Agapit a déjà rappelé la bonne formule. Le défi, c'est comment décroître pour que les autres accroissent. S'il a une expérience, s'il a un capital à léguer aux autres, c'est bien. Et maintenant qu'il doit pouvoir le démontrer, et dans la posture de la sagesse que vous apporte l'expérience. Maintenant, personne n'est sorti d'affaire par rapport à 2026, de part et d'autre. Ça ne fait que commencer. Oui, ça ne fait que commencer. Donc la guerre des longs couteaux va peut-être se mettre en place. On a entendu tel demander la tête déjà d'un patron de parti qui n'est même pas candidat pour 2026. Donc qu'est-ce que ça va être par rapport à ceux qui feraient figure de candidats plausibles pour 2026? Donc de part et d'autre,
que ce soit la question du Dauphinat au niveau du camp présidentiel ou bien celle du leadership réel des démocrates. Il y a encore des questions où la question reste ouverte. Ouverte, voilà. En parlant de questions ouvertes, est-ce qu'on peut dire qu'avec cette rencontre, qu'on vit une sorte de dégel, est-ce que vous pensez que les crises sont derrière nous? Pour l'essentiel, maintenant, il y a quelques actes qui doivent conforter chacun qu'en face, il a trouvé un partenaire responsable, crédible. Il est important que la confiance soit restaurée. Et ça ne se décrète pas. Donc, c'est par des petits gestes, par des petites rencontres visibles, telles qu'on les a vues. Personne ne sait, même s'ils se sont déjà pas vus avant. Et il y a ce qu'on me donne à voir, à savoir, et puis il y a tout le reste qui se passe. Et le travail politique ne peut que marcher comme ça. Et donc, il y a des contacts qui ont besoin d'être affinés. Et les démocrates ont une chance extraordinaire de débarquer à l'Assemblée dans un cadre qui est ouvert. Et certains ont une bonne expérience du travail parlementaire. S'ils utilisent à bon escient l'outil parlementaire, s'ils se mettent en devoir de travailler avec ceux qui sont la majorité et pas pour être dans l'obstruction systématique. Et d'ailleurs, ils ne pourront rien empêcher quasiment. Donc, il vaut mieux coopérer intelligemment et apporter sa compréhension des choses. Et là, ils ont toutes les chances d'être élevés à la dignité d'un parti responsable, voire digne de succéder à ceux qui gouvernent le pays actuellement. Et on le dit pas assez. Et, enfin, certes, Agapit a utilisé l'image de la reddition. Et oui, dans les faits, le principe de réalité s'est imposé aux démocrates. Bon, il faut l'assumer, il faut faire la giomento qu'il faut. Et en bon perdant ou grand seigneur, tout ce qu'on veut, il n'y a pas de honte à admettre qu'on ait pu se tromper ou bien qu'on n'a pas les moyens de sa politique pour l'instant. Et donc, on passe à autre chose. Et autre chose dont ils seront co-responsables. Et je pense que dans ça, ils ont beaucoup plus à gagner que d'être dans l'obstruction, la contestation infernale. Voilà. Même question. Est-ce qu'on peut dire que voilà, on veut une sorte de... devrais-je alors dire que c'est le lieu de voir dans le président Vlavonou un acteur important pour rapprocher les positions, aider les uns les autres à apprendre à travailler ensemble sur le but commun, valider. Certes, dans les faits, il y a une acceptation des réformes, mais je crois qu'il faut trouver le moyen de les valider encore mieux au plan législatif avec la contribution des démocrates pour consolider définitivement ces réformes et les amender là où il faut. Même question, est-ce qu'avec cette rencontre ou une sorte de dégel, est-ce que réellement ça sonne le glas des crises que nous avons connues par le passé? Oui, pour moi c'est clair, mais au même moment que je le dis, l'école est qu'à 3 ans de nouvelles échéances. 2 ans, 8 mois. Voilà, donc du coup, on peut dire oui, acte pour Patrice Talon pour ces réformes. Il a vu juste, salut l'artiste, salut le guerrier, le téméraire, on peut tout dire. Si c'est être porté en triomphe, je pense qu'on n'a plus besoin d'attendre la fin du mandat. Salut juste le stratège. Voilà, donc salut exactement. Si il faut attendre la fin du mandat, si être porté en triomphe, je pense que j'attends tout contradicteur pour me dire ce qu'il faut attendre encore pour le porter en triomphe. Ça, c'est clair. Mais cela dit, vous savez, la vie, c'est un collègue, Feu Kouagou, Emmanuel Ntala, qui dit toujours le travail ne finit jamais, c'est l'homme qui finit. Et ça, j'avais l'impression à l'époque qu'il utilisait cette expression pour ne pas nous faire pour nous ralentir dans notre élan d'aller gérer le cas de charge qui était nombreux. Bref, mais effectivement, avec le temps, je me rends compte que c'était un problème des paroles de sages. Le travail ne finit jamais. Patrice Talon a réussi des réformes exceptionnelles, inimaginables, extraordinaires. Après, on est quand même dans de nouveaux défis arrivent. Il faut consolider les acquis. Avec quoi? Avec qui? Comment? On est à moins de 3 ans donc de l'échéance. Lui, il est à son 2e et dernier mandat, en principe. Et le débat du 3e mandat, certains disent qu'il ne faut pas l'ouvrir, d'autres disent qu'il faut l'ouvrir. Mais après, tout homme est quand même, nous existons à titre précaire, évocable aussi, la vie, il y a une finitude de la vie qui montre que
nous devons bâtir dans du durable. En clair, il y a 2026 qui doit nous interpeller. Donc oui, le dégel, c'est bon, c'est le temps du dégel. C'est plutôt la reddition de l'opposition. C'est vraiment, on peut le dire clairement, donc la validation des acquis, donc des réformes. Mais la pression est aujourd'hui sur le pouvoir. La pression est sur Patrice Talon et sur le pouvoir. Il appartient désormais de le gérer. Et mon vis-à-vis Joël, voilà. Joël a bien raison d'évoquer le rôle important que le président de l'Assemblée nationale, ou qu'un créneau ou qu'un cadre comme l'Assemblée nationale peut jouer dans ce dégel-là et dans sa durabilité, dans sa consolidation. L'Assemblée nationale peut renforcer certaines... Éric Ngoundété a parlé de la relecture du code électoral. Rapidement, oui, je l'ai écouté. Nous tous, on est d'accord. En tout cas, tous ceux qui sont spécialisés des élections, qui ont suivi les élections, mais doivent être d'accord qu'on retouche au code électoral. Maintenant, quoi retoucher? Ça, c'est la question. Donc, il y a des chantiers à ouvrir, à partir par là. À partir du moment où l'opposition est acquise au développement, à la conduite, donc tout le monde regarde dans la même direction, chacun de son côté, il faudrait créer maintenant les conditions pour qu'à l'aise, avec la confiance se renforçant, tout au moins, certaines lois soient nettoyées, retouchées pour être vraiment des lois d'État, des lois propres à exécuter. On peut dire ça, c'est de l'acquis, en attendant que peut-être de nouvelles situations inhérentes à la vie, à la gouvernance adviennent. Donc, pour moi, la balle est encore dans tous les camps. Le pouvoir doit continuer à s'ouvrir à l'opposition. Il ne faut pas qu'on joue toujours au grand... Bon, on a attendu longtemps ces moments. C'est bon maintenant. Il faut accueillir l'enfant prodige et lui montrer le bon chemin. Continuer à l'encadrer s'il est disponible. Lui offrir quelques perspectives. S'il en est, disons... digne, parce qu'on dit chez nous que c'est celui qui c'est pour manger avec les adultes, il faut savoir se laver les mains. Donc est-ce qu'il mérite, est-ce qu'il se rend digne de cette confiance? De l'autre côté, l'opposition a à comprendre qu'elle ne peut rien gagner, rien avoir si elle ne s'appuie pas sur les lois de la République. Et ces lois, le garant, c'est le chef de l'État. Donc dans l'un dans l'autre, oui, c'est le temps des dégels, mais vous voyez en politique, la situation, ça vient très 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 vite. Donc, que chaque acteur continue à travailler pour renforcer ce dégel et continuer à bâtir dans du durable progressivement vers l'horizon 2026. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire sur cette rencontre. Je ne me priverai pas de paraphraser cette parabole du fils prodige. La question on peut finir là-dessus, c'est de voir pendant combien de temps l'aîné, le fils aîné continuera à bouder dans son coin ou se ralliera-t-il au fils prodige? Quel est le sort du fils aîné? Non, je pense que... Non, je pense que les FCBE ils doivent faire une leur mieux. Ils sont au centre. En fait, si vous analysez la vie politique nationale, ils sont au centre. Et ils n'ont pas d'avenir comme un parti du centre. C'est-à-dire que si c'est sur 2026, ils n'ont pas d'avenir comme un parti du centre. Parce qu'avoir un avenir, c'est comme si tout le monde viendra vers eux. Ils constituent oui, ils auraient pu le faire, mais le fait d'être FCBE, parti de l'opposition, ne permet pas de créer un centre autour d'eux. Et donc, du coup, ils n'ont pas, pour moi, les FCBE n'ont pas d'avenir politique immédiat. Ils vont perdre progressivement. La situation de Copago en est une. Et il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Ce n'est pas la faute de Paul Mouquet. C'est inhérent. C'est comme ça que ça fonctionne un peu chez nous. Et même ailleurs. Il y a pas la politique, ce n'est pas pour raser les murs, c'est pour être devant la scène. C'est pour avoir un chapitre, c'est pas pour gratter le poil de l'autre ou bien lui gratter le dos. Non, c'est être là aussi. Donc, du coup, quand on regarde on fait l'analyse, leur positionnement au centre ne leur permet pas donc donc, il va falloir qu'ils fassent le choix responsable, soit patient, d'attendre le temps, ça va pas être de la gageure, pas facile, ou alors ils essayent alors de se refondre, soit vers les démocrates.
de manière leur origine. Là, c'est une autre édition. Oui, s'il y a une réduction, pourquoi pas une seconde? Soit ils vont vers les démocrates, leur origine, ou alors ils regardent entre le FC, entre le RPR, l'UPR et le BR, la force pour les prendre, ou alors ou alors ils décrètent que chacun aille là où il veut. Mais tout ça, c'est difficile, mais j'estime que ils n'ont pas un avenir immédiat d'ici 2020. Voilà. Ils sont obligés donc de faire un choix. Soit ils sont patients, ils attendent après 2026, ils pourraient progresser. Mais sur 55 ans, ils auront le temps peut-être de tenir, mais ça ferait de tenir 8 ans dans leur position actuelle. Non, c'est pas mal leur situation. Ils sont dans quelques conseils municipaux. Oui, ils ont encore le financement qui ne souffre d'aucune baisse. Mais dans 3 ans, ils vont quitter. Il faut en faire quelque chose. Voilà, il faut en faire exactement. Donc, c'est à eux de savoir, mais en clair, ils n'ont pas grand-chose à gagner avec l'activisme. Qu'on ait la clarification qu'il faut. Ceux qui sont réellement séduits, attirés par Patrice Talon n'ont qu'à... Avec les pistes que vous venez de suggérer, gageons que le fils aîné se décide très rapidement. Merci, ou pas. Choisir rapidement dans quelle direction aller. Voilà, ou pas. Merci. Donc, du coup, on va laisser la coquille vide. Il choisira. Merci beaucoup, Jonathan Guédégbé. Je rappelle que vous êtes expert en gouvernance. Agapit Napoléon Mafourican, consultant en politique. Mesdames et messieurs, on a essayé de faire, en tout cas, de tirer quelques enseignements de cette rencontre survenue lundi dernier entre le président du Parti des démocrates, Éric Roundété, et le président de la République, Patrice Talon. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre compte YouTube Télé Bénin, notre site internet du même nom, notre compte Facebook Télé en direct et notre compte Twitter Télé Live. Et bien évidemment, continuez par nous rester fidèles via notre application Télé Bénin. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à très bientôt pour d'autres développements.